avec des sauts véritablement qualitatifs pour permettre à l'opinion publique d'avoir une vision et une image qui soit autre que celle d'une Europe qui s'enlise. Alors quant à la question du capitalisme, en voilà encore une autre. Nous sommes des sociétés libérales, qui ne sont pas capitalistes. L'Europe a été construite sur le libre-échange. À l'origine, vous aviez la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ensuite, vous aviez la Communauté européenne qui permet d'échanger, de passer les frontières. Donc, nous sommes dans une Europe libérale. Alors, moi, je pense qu'il faut refuser de baisser les bras contre un système capitaliste. Il faut au contraire renforcer tous les moyens possibles. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment les citoyens peuvent être impliqués dans ce genre de démarche et faire en sorte que les citoyens aient à leur disposition des outils avec des personnes capables de faire fonctionner ces outils pour pouvoir combattre les forces de l'argent qui malheureusement enrichissent quelques-uns et ruinent d'une certaine façon un maximum d'autres. Donc oui, c'est pas, est-ce que c'est le capitalisme en soi? Je n'en sais rien, je ne me pose pas sur la question. Mais en tout cas, on est dans un cadre qui est celui d'une Union européenne, une Union européenne libérale, une Union européenne de libre-échange. Et je crois qu'à travers les traités, il y a quand même des prises de conscience de nos politiques qu'il faut inverser les choses, inverser les tendances, et ça peut partir de la base. Si vous avez réuni 1 million de signatures grâce au traité de Lisbonne, c'est une nouvelle disposition. Si les citoyens européens réussissent à collecter 1 million de signatures, ils peuvent demander à la Commission de faire des propositions législatives. Et ça, c'était une démarche intéressante du point de vue de la démocratie. Merci beaucoup. Alors, qui veut prendre la parole? Qu'est-ce qu'on fait avec la Cour pénale européenne? Vous avez déjà parlé. Il faut qu'on arrive à des préconisations. Oui? C'est une question par rapport à la vitesse, le différentiel de vitesse entre les délinquants et les poursuiveurs. Et dans cet esprit, est-ce qu'il ne serait pas possible, tout en gardant une société qui garderait comme objectif d'avoir du libre-échange et la manière de chercher à échanger entre différents pays des biens et des services, de rajouter un ralentissement des échanges? Parce que je me souviens d'avoir vu une fois une conférence du juge Ruinbeck qui expliquait que on pouvait avoir des donneurs d'ordre qui en une seule journée changeaient de 5, 10 ou 20 pays. Je ne compte même pas le fait qu'ils auraient utilisé la chambre de dissimulation complète de l'Asie et d'autres paradis fiscaux, et que pour chacun de ces pays, un juge qui demande à avoir des renseignements, ça prenait, alors en l'occurrence, il disait plutôt 6 mois, alors j'entends qu'aujourd'hui ça a peut-être progressé jusqu'à 1 mois, donc ça veut dire qu'en une journée, quelqu'un peut semer n'importe quel investigateur, mais ça ne serait pas le cas si les échanges financiers, quand une banque reçoit de l'argent, qu'elle n'ait pas le droit de le reprendre et de le renvoyer illico presto à un autre endroit en moins de un temps à définir qui devrait dépasser au minimum la journée. D'autant plus qu'on pourrait quand même espérer que les investigations du genre qui sont les vôtres passent aussi par l'électronique. C'est quand même un comble que n'importe quel feuilleton de n'importe quelle série de bas étage nous montre qu'un informaticien un petit peu pointu arrive à suivre n'importe quel délinquant en moins de 20 minutes et qu'il sait qu'il a tiré dans un guichet bancaire au fin fond de l'Asie mineure, et que par contre un juge avec tous les organes de l'État devrait attendre 1 mois pour avoir un renseignement du même type. Mais le ralentissement, ma question principale, c'est le ralentissement des transactions. Parce que pour les vrais commerces, quel est le commerce qui a vraiment besoin de pouvoir échanger plusieurs fois dans la même journée, voire en nanosecondes? C'est seulement ceux qui gagnent des choses à ne rien produire. Mais vous savez, la lutte contre la criminalité financière, c'est un petit peu, alors que les délinquants financiers roulent en Porsche,
et que nous, les magistrats, les policiers, nous roulons en 2 chevaux, vous imaginez bien que ce n'est pas dans la course que nous allons trouver des solutions, mais c'est dans l'art de créer des embouteillages. Alors, c'est exactement le sens de votre question, et croyez-moi bien qu'il y a des moyens. D'une part, une opération financière, en 24 heures, le schéma, il est classique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Chypre, Singapour, îles Caïmans. Et c'est fini. Les sociétés offshore, les banques offshore sont des coffres-forts inaccessibles pour tout le monde. Mais en réalité aussi, dans le type de criminalité, c'est une opération financière, mais plusieurs opérations financières. Et là, il faut revenir aux opérations de créer des embouteillages. Je reviens encore un petit peu en arrière. Les agences de renseignement, si vous préférez, les cellules de transmission des suspicions de blanchiment, des déclarations de suspicion de blanchiment, elles existent en Europe. Je vais même vous dire une chose, pas seulement en Europe. Monaco dispose de SIGFIN qui nous dénoncent des joueurs belges qui dépensent beaucoup d'argent et qui nous permettent de détecter des opérations de blanchiment d'argent. Et oui, ça peut vous paraître curieux, mais ça existe. Donc ce qu'il faut faire, vous devez considérer que dans l'Union européenne, il y a une jurisprudence de Luxembourg de 2013 concernant Gibraltar, c'est une obligation de travail, de communication. Lorsqu'une cellule demande à une autre cellule d'un autre pays des renseignements, c'est une obligation de transmettre ces renseignements qui est imposée aux différentes cellules de renseignement européennes. Donc ça existe. La création de la cellule supérieure, qui est envisagée aujourd'hui, qui est excellente nouvelle, c'est en réalité travailler sur les grands problèmes européens, leur détection et avoir un accès direct aux renseignements pour les collecter et intervenir le plus rapidement possible au parquet européen qui sera créé. Donc là, il y a aussi moyen d'intervenir. Quant aux banques, les banques, vous savez, ce sont des dizaines de millions d'opérations pour des petites agences par jour. Comment voulez-vous que celles-ci eux-mêmes contrôlent alors que déjà ils ont des bons systèmes de détection? Croyez-moi bien que je ne sais pas si l'éthique règne dans les banques, mais la peur du gendarme, ça je peux vous dire que oui, par rapport aux règles très sévères qui leur sont imposées. Et ça doit encore être peaufiné. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pour arriver à cela, et au-delà de ces informations majeures de communication et de renseignement, il faut aussi redresser l'esprit général de toute cette situation. On a utilisé le mot profit plusieurs fois, et la question du capitalisme revient, mais le profit n'est pas en soi quelque chose de répréhensible, c'est évidemment le profit illicite qui est tout à fait répréhensible. Et encore une fois, on en revient, sans les facilitateurs, vous ne pouvez pas faire profiter les malfrats de leur argent mal gagné. Et donc, il faut tenter de retrouver peut-être une éducation générale. Et là, il y a un rôle à jouer aussi par rapport à un mot qu'on n'a pas encore prononcé aujourd'hui, c'est l'éthique. Le philosophe français disait l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Je pense qu'il y a là un travail considérable dans les écoles de commerce à effectuer à cet égard. Oui. Je voudrais rappeler que, contrairement à ce que dit la dame là-bas, excusez-moi, que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et d'autre part, je ne porte pas de jugement de valeur, mais il me semble à moi que le libre-échangisme et le libéralisme, ça ressemble furieusement au capitalisme. D'autre part, isoler, je suis très intéressé par le débat sur la justice au niveau européen, mais moi je n'isole pas la justice dans le cœur de l'Europe. Il y a aussi d'autres choses qui ne marchent pas, parce que là, vous avez énuméré un certain nombre de catalogues de vœux pieux. Par exemple, la défense, ça ne marche pas non plus. L'économie, ça ne marche pas non plus beaucoup. Et quant à aborder tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de populisme pour divers pays européens. Vous me semblez confondre un peu la cause et l'effet, parce que les insuffisances de l'Europe étaient apparues bien avant l'apparition des populismes. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Merci. Alors. Oui. Bonjour. Qualche tempo d'interrogation sur la construction urbaine, la question qui a évoqué Paul
rôle est fondamental parce que, tout simplement et tout simplement, il est bien connu que pour avancer dans la direction de la développement des procureurs européens et ou de la création d'une cour pénale européenne, il faut aussi démocratiser beaucoup plus dans son ensemble. Ça va avec. Et une façon de faire converger les deux, c'est ce qui vient d'être évoqué, que vous connaissez certainement bien, c'est que les droits de l'homme, ils ont deux aspects. Ils ont un aspect de sanction lorsqu'un droit de l'homme, un droit humain a été violé. Mais ils ont aussi un aspect préventif selon la jurisprudence qui a développé la Cour pénale de Strasbourg, et qui suit aussi à Luxembourg, surtout après la charte de l'Union européenne, qui est liée avec la question qui est posée, c'est-à-dire lorsqu'il y a une menace, par exemple, contre la vie d'une personne, par une criminalité organisée, qui a aussi un aspect financier toujours, d'une façon ou d'une autre, parfois même très important, de pouvoir de mettre en jeu l'obligation de chaque État membre de faire face à cette besoin de protéger la vie humaine, par exemple. Si certains États ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire, donc il a pris par l'obligation, dans ce cas-là, il est à la fois évidemment légitime, populaire et peut-être aussi juridiquement plus facile d'avancer dans la création de l'Union européenne ou au niveau européen qui pourrait faire face et satisfaire à ces besoins qui restent insatisfaits parce qu'il y a certains États qui ne fonctionnent pas ou fonctionnent assez mal. Donc les deux problématiques sont liées à travers la stratégie de développement aussi, de la protection. Si la protection n'était pas nationale, il faut qu'il soit européen. Merci beaucoup. Merci. Alors, bon, je vous redis les propositions. Et qu'est-ce qu'on fait? On vote sur les propositions? Vous levez la main pour dire si vous êtes d'accord. Vous prenez la parole pour dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, etc. Donc, il y avait d'étendre un règlement européen sur la transparence des sociétés. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse cette proposition? Alors, votez. Qui est favorable? Je pense que c'est bon pour le règlement européen. Je rappelle qu'un règlement européen imposerait au sein même de l'Union européenne de connaître les bénéficiaires effectifs tout de suite sans qu'il soit nécessaire d'avoir un registre où on fait figurer de toute façon, in fine, des administrateurs qui sont des administrateurs désignés. Autre proposition, la Cour pénale, allez, c'est quelque chose de faire, la Cour pénale qui vient sur la compétence du parquet européen, qu'on suppose, qu'on souhaite étendue, donc au terrorisme et à la criminalité organisée, et une Cour pénale européenne pour juger les délinquants qui auraient le même champ de compétences. Est-ce que vous y êtes favorable? Ok, donc on va le mettre. Tout à l'heure, il a été dit, oui, ça, je crois que c'est ta proposition, il faudrait exclure les États voyous. Mais, alors, procédure de sanction et exclusion, si non-respect, vis-à-vis des États voyous, entre guillemets. Là, si on entend quand même ce qu'a dit Paul, et c'est ce qui se passe à Malte, quelque part, exclure Malte, parce que Malte ne répond pas effectivement au principe, au principe, à l'acquis de l'Union européenne, c'est en même temps abandonner le peuple maltais. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi aux moyens d'obliger finalement les États dits voyous à respecter? Or, il me semble qu'on a les outils pour les faire respecter. Effectivement, il y a des outils pour permettre à l'Union européenne, et en tout cas à l'ensemble des autres États membres, d'organiser des sanctions.
Mais la difficulté, c'est que ce type de décision doit être prise à l'unanimité. Et là,